Je pense que c'est important pour tout le monde. Bon. C'est un truc qui se bosse en fait, le pitch. Je pense que ce soit, peu importe le job que tu fais, si tu arrives à te présenter en moins de 30 secondes, c'est l'elevator pitch. Je trouve que c'est important parce que n'importe où, n'importe quand, ouais, ça te permet d'avoir quelque chose qui est impactant. Voilà. Et donc moi, c'est un moyen aussi de dire, ok, même si t'écris pas parfaitement, en fait, tu peux quand même écrire. Et le but, c'est que ton message il passe. Donc moi, c'est ça en fait. La raison d'être, pourquoi je fais de l'enseignement, c'est parce que je pense que y a beaucoup de gens qui n'osent pas le faire, qui ont plein de choses à dire et qui pourtant le font pas. Un copywriter est un commercial derrière une machine à écrire. Un copywriter est un commercial derrière une machine à écrire. Vraiment. Quand tu parlais tout à l'heure de pitch de vente, oui, c'est un pitch parce que moi je suis commercial à la base. Tu sais là, genre, t'as le Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou la transition énergétique. Je n'enregistre pas cette introduction dans les conditions sonores habituelles, donc je m'excuse d'avance, mais ça ne va pas durer longtemps. Dans ce 10e épisode, je reçois Nina Ramen. Nina est la fondatrice de la manufacture du copywriting et la newsletter Culotté, dont le but est d'aider les femmes à oser davantage à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Inutile de vous présenter Nina, elle fait partie du classement international des top 10 influenceurs LinkedIn. Son objectif, démocratiser et promouvoir l'éducation, l'entrepreneuriat, le féminisme et l'écriture. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage toujours à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un avis. Je lirai la sélection de vos commentaires à chaque début d'épisode. Et enfin, pour rejoindre le club privé, tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur newsletter.systemsales.fr. Les membres du club ont le droit de me contacter par email pour me poser des questions et recevoir des conseils sur la vente ou LinkedIn gratuitement. Je vous laisse en compagnie de Nina, la reine des fraises, dans ce nouvel épisode de System Sales. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de System Sales, je reçois aujourd'hui une top 10 des influenceurs LinkedIn. Alors, me demandez pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, bonjour Nina. Salut Mathieu, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Yes, alors je m'appelle Nina Ramen et je suis fondatrice de la manufacture du copywriting. Ça, c'est ce que je fais le jour. Le copywriting, c'est quoi ? En 2 mots, le copywriting, c'est l'art de créer de l'engagement avec les mots. Ça n'a rien à voir avec le copyright, qui est le droit de la propriété intellectuelle. Le copywriting, c'est l'art de créer de l'engagement avec les mots sur tous les supports. Donc, que ce soit, par exemple, sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit tout à l'heure sur LinkedIn, comment est-ce que on engage, comment est-ce qu'on obtient un like, un commentaire, donc ça c'est sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les emails, comment est-ce qu'on obtient un clic, une réponse à email, comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens ouvrent nos emails, je pense aux commerciaux par exemple, quand ils font du cold email, de l'email à froid. Et dernière chose, le copywriting, ça sert aussi sur les pages de vente, quand on écrit une page pour vendre son produit et qu'à la fin, on veut que la personne clique sur le bouton acheter, et le copywriting, ça sert justement à créer de l'engagement, à faire que la personne ait encore plus envie de cliquer sur ce bouton. Donc, comment convaincre des milliers de personnes quand on est à des centaines de kilomètres d'eux ? C'est ça, le copywriting, en 2 mots. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je fais la nuit, plutôt le week-end, c'est Culotté. Culotté, c'est ma newsletter qui est destinée aux femmes et aux femmes qui veulent oser davantage. Donc, comment on prend la parole plus facilement quand on est une femme. Ok, dis donc. On sent que tu as bossé un petit peu l'intro, le pitch. C'est vrai ? Alors, tout part du fait que quand je vais en soirée et que je dis que je fais du copywriting, les gens ils me disent du quoi ? Donc, je suis obligée en fait d'expliquer ce que c'est que le copywriting très 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 régulièrement et notamment à des non-initiés. Je pense que je sais pas si parmi les auditeurs il y en a qui connaissent le copywriting. Donc en fait, si tu veux, ça m'a forcé à expliquer ce que c'était que le copywriting et forcément avec le temps, tu finis par le pitch finit par couler plus de sources et plus facilement. Donc oui, c'est un pitch qui est répété
notamment en soirée, mais globalement aussi partout, tout le temps dans ma vie, parce que les gens pensent que le copywriting, c'est du copyright, tu sais, le petit C là, à côté des mots. Donc, tu es obligé d'un peu de repréciser à chaque fois. En même temps, pour une copywriter, je pense que c'est important de savoir se présenter en moins de 30 secondes et d'être efficace, non? Exactement. Je pense que c'est important pour tout le monde, non? C'est un truc qui se bosse, en fait, le pitch. Je pense que ce soit, peu importe le job que tu fais, si tu arrives à te présenter en moins de 30 secondes, c'est l'elevator pitch. Je trouve que c'est important parce que n'importe où, n'importe quand, ouais, ça te permet d'avoir quelque chose qui est impactant. D'accord. Et la manufacture du copywriting, c'est ton activité principale? C'est une activité personnelle ou c'est quelque chose que tu partages avec... Ouais, c'est mon activité principale et moi, j'enseigne le copywriting. Donc, je fais du coaching, des formations et donc, je le fais seule. Enfin, seule, au sens où j'ai pas de, j'embauche personne. Je suis pas forcément très pour le salariat. Je trouve que c'est bien quand chacun peut faire son argent par lui-même. Je trouve ça assez cool. Donc, je bosse avec des gens, mais plutôt avec des freelances et sur ce mode-là de collaboration, en tout cas. Est-ce que c'est une continuité logique? Je vois beaucoup de copywriters à succès qui basculent sur le coaching, la formation. Est-ce que c'est parce qu'au bout d'un moment, le copywriting n'est plus épanouissant ou c'est parce que c'est une façon de développer un business supplémentaire, c'est plus rémunérateur, c'est plus scalable? Pourquoi beaucoup de copywriters basculent sur la formation? Alors moi, j'adore enseigner. Ça fait 4 ans que j'enseigne, enfin que je travaille dans des organismes de formation. Donc avant, j'étais salariée et j'ai toujours adoré l'enseignement. Donc moi, c'est vraiment par amour de l'enseignement. Après, c'est pas forcément plus scalable. Il y a des gens qui sortent des formations en ligne. Moi, je pense que les formations en ligne ne t'aident pas à passer à l'action. Tu regardes des formations en ligne comme tu regardes Netflix, en fait. Donc finalement, tu apprends des choses, mais tu n'arrives pas à les appliquer. Donc moi, je fais des choses qui sont pas forcément scalables au sens où c'est pas une formation, tu l'achètes et puis peut-être qu'un jour je le ferai, hein, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis pas sur ce mode-là. Je suis plus sur des bootcamps ou sur du coaching individuel en mode on se voit une séance, on fixe un objectif et on se revoit une semaine après et tu as pratiqué entre-temps. Donc il y a une partie théorie, une partie pratique et une partie feedback. Donc ça c'est pour moi ultra intéressant. Et pourquoi donc sur la réponse pourquoi il y a beaucoup de copywriters qui finissent par faire de la formation, euh, aussi parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui ont des blocages avec l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose qui est assez sacralisé depuis qu'on est petit. C'est quand même la seule discipline où tu peux avoir des notes négatives en dictée. Moi, j'avais -20 en dictée, par exemple. Et notamment après, tu vois, quand tu étudies à l'école des textes, souvent c'est des textes ultra compliqués, genre Proust, tu vois, c'est des phrases qui sont pas forcément très simples. Et toi, en fait, tu te demandes un petit peu comment est-ce que tu vas pouvoir faire quelque chose d'aussi bien et tu te sens un peu complexé, en fait, sur l'écriture. Tu dis que t'écris pas assez bien, t'écris avec des fautes. Et donc, je pense que de manière générale, peut-être là, une autre raison pour laquelle beaucoup de copywriters se mettent à faire de la formation, c'est que, en fait, bah, les gens, en tout cas, moi, la raison pour laquelle je le fais, c'est que je pense que les gens n'osent pas écrire et puisqu'ils n'osent pas le faire, c'est les priver aussi d'un moyen d'expression et qui est toujours du coup réservé à une élite, à ceux qui écrivent bien, à ceux qui écrivent, voilà. Et donc moi, c'est un moyen aussi de dire, ok, même si tu n'écris pas parfaitement, en fait, tu peux quand même écrire. Et le but, c'est que ton message il passe. Donc moi, c'est ça en fait. La raison d'être, pourquoi je fais de l'enseignement, c'est parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le faire, qui ont plein de choses à dire et qui pourtant ne le font pas. Je regardais rapidement ta masterclass. Je regardais rapidement ta masterclass qui est enregistrée déjà en accéléré sur LinkedIn. Ta vidéo YouTube, elle est en accéléré. Et blague à part, un des blocages que tu pointes du doigt, c'est que les gens, souvent au-delà du j'ai rien à dire, qui en fait, le j'ai rien à dire cache que les gens pensent qu'ils ne sont pas légitimes, qu'ils n'ont rien à exprimer. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ça, par exemple? Ouais. Je suis pas légitime et j'ai peur du ridicule. Moi, c'est vraiment les deux objections auxquelles je suis le plus confrontée. Et surtout beaucoup de femmes, les hommes aussi, mais beaucoup de femmes, c'est assez présent chez elles. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'en pense que peu importe qui tu es, tu as forcément quelque chose à dire sur ton sujet. Même si tu es ingénieur en chimie, donc moi j'ai fait des études d'ingénieur en chimie, quand même, le truc qui est quand même pas qui est quand même pas hyper aligné avec le copywriting aujourd'hui. Ben en fait, même si tu es ingénieur en chimie, tu as des choses à dire, notamment
Imaginons que tu travailles dans le milieu de la cosmétique. Ok, bah en fait, tu peux forcément aider des gens à dire, ok, comment est-ce que je choisis un bon produit? C'est quoi un bon produit cosmétique? Quelles sont les différentes catégories de composants que tu peux avoir? Et ça, en fait, c'est ultra intéressant, en fait. Et donc, peu importe qui tu es, tu passes forcément 100% de ton temps, enfin 7 heures dans ta journée à parler d'un sujet. Donc forcément, même si tu es agent immobilier, bah tu peux très bien faire un sujet du style comment j'aide, comment je trouve un appartement à Paris quand je suis freelance et que je suis célibataire. Truc ultra compliqué, tu vois, pour les gens qui ont déjà cherché un appartement à Paris. Donc en fait, qui que tu sois, tu peux toujours créer du contenu qui est intéressant pour les autres. Tu peux toujours, en fait, transmettre ton expertise. Et en fait, parfois, le meilleur moment, même pour apprendre, c'est parfois quand on débute parce que tu te poses même les mêmes questions que les gens de ton audience. Donc, quand on est expert depuis longtemps, on a ce qu'on appelle le syndrome de l'expert. Ça veut dire quoi le syndrome de l'expert? C'est-à-dire que tu as oublié ce que c'était que d'être débutant. C'est comme si je te disais, bah ok, casse des œufs. Bah, en fait, tu regardes un enfant casser des œufs, bah, c'est ultra compliqué pour lui, tu vois. Et donc le syndrome de l'expert, c'est d'oublier en fait ce que c'est qu'au début, en fait, tu dois l'expliquer. Bon bah tu tapes doucement sur le bord, t'attends que ça craque un peu, après tu sépares les deux côtés. Voilà, c'est ça en fait le syndrome de l'expert, c'est de penser d'avoir fait quelque chose tant de fois que pour toi c'est évident. C'est un peu le prof d'amphi qui sort de son labo et qui est là et qui va te raconter quelque chose qui est déconnecté de ta réalité à toi et qui est parce que lui, il y est H24. Donc le manque de légitimité pour moi en fait, il vient du fait que on compare aussi notre intérieur à l'extérieur des autres. Donc il y a pour moi comment il peut être combattu en se disant que peu importe qui on a des choses à dire. C'est sa première chose. La deuxième chose, c'est que même si on n'est pas expert, même si on est débutant, bah on peut toujours apporter quelque chose et encore plus quand on est débutant. Et troisième chose, c'est sur le manque de légitimité, c'est on compare notre intérieur avec l'extérieur des autres. Donc tu vois des gens publier, tu te dis waouh mais c'est trop bien, c'est trop ouf ce qu'il fait, et tu vois pas tous les moments où ils doutent. Moi tu vois, je suis dans le classement des meilleurs influenceurs LinkedIn, mais en fait quand je publie un post, je doute, en fait je relis, je me dis est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est compréhensible. Donc en fait voilà, il y a ces trois éléments là. Quand on manque de légitimité, c'est aussi que on est assez auto-centré, on se regarde un peu le nombril et on se dit je suis pas légitime, alors qu'en fait on oublie que les autres aussi ressentent probablement ça, c'est juste qu'on le voit pas, et encore moins sur les réseaux sociaux. Et je rajouterais à ça, je pense que c'est important de savoir à qui tu t'adresses, parce qu'au début, quand tu postes, je pense que tu fais l'erreur de croire que tu t'adresses à ta famille, à tes amis, à tes collègues, et en fait, pas du tout. Tu t'adresses à des gens, comme tu disais tout à l'heure, à des débutants, à qui tu veux partager des astuces, des tips, je sais pas, quand tu as défini ton audience, quand tu sais à qui tu t'adresses, je pense que tu t'enlèves aussi un certain poids par rapport au fait de produire du contenu ou d'écrire sur LinkedIn, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, notamment quand tu es commercial ou quand tu es freelance ou quand tu crées ta boîte, en fait, ton objectif, c'est d'avoir du lead, c'est d'avoir des opportunités, des gens qui s'intéressent à toi pour aller derrière vendre ton produit. Et l'idée de quand tu crées du contenu, c'est aussi de se dire, j'aide qui à faire quoi? Et j'aide les CEO de TPE, PME à développer leur marque personnelle sur LinkedIn, par exemple. Tu vois, ça, c'est une promesse. Et effectivement, quand tu sais que tu t'adresses au CEO, tu vois, tu vas créer des problématiques qui sont proches de celles que lui a. Donc, probablement que tu vas publier sur comment recruter, comment manager, comment gérer toute la partie administrative, impôts, etc. par rapport au type de société que tu peux avoir. Si tu vas créer du contenu pour les commerciaux, tu vas plutôt t'axer sur comment je fais un bon objet d'email pour que l'email soit ouvert, comment est-ce que je fais en sorte de faire un rendez-vous commercial qui close, les techniques de closing, des choses comme ça. Et en fait, à partir du moment où tu connais ta cible, la seule obsession que tu dois avoir, c'est l'aider à résoudre ses problèmes. Et donc, si tu pars de ta cible, tu vas la voir et tu t'appelles 3 directeurs commerciaux et tu leur dis, OK, vas-y, j'ai une demi-heure avec toi, c'est quoi tes 3 problèmes du moment? Et là, la personne, elle va dire, OK, mon problème, c'est que j'arrive pas à recruter des gens. Le problème, c'est que mon équipe, en fait, elle fait pas ses chiffres. Et mon problème, c'est que, je te dis n'importe quoi, moi, faut que moi-même je ramène du lead, par exemple, et que je manage en même temps. Ça peut être des problèmes. Et là, ça te donne 3 idées de contenu pour tes publications. Donc, le fait de partir de ta cible, et ça implique d'avoir une cible, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y a des gens qui publient du contenu quand ils sont salariés, donc ils n'ont pas forcément d'objectif
de vente, tu vois. Mais quand tu sais à qui tu veux vendre, c'est beaucoup plus simple derrière de créer du contenu parce que, en fait, juste, il suffit d'aller voir les gens, de leur poser des questions, c'est quoi ton problème, et d'essayer sincèrement de les aider. Moi, j'essaye sincèrement d'aider des gens. J'essaie pas de vendre, d'ailleurs, sur LinkedIn. D'ailleurs, en front, on ne sait pas les produits que je vends. Officiellement, je ne vends pas de produits. Faut me parler pour savoir quel produit je vends. Tu vends Mais des fraises. voilà, je vends des fraises. Faudra raconter à nos auditeurs ça. Donc voilà, globalement, comment est-ce que tu produis du bon contenu? C'est que tu essayes de trouver, enfin, tu trouves ta cible à qui tu veux vendre et ensuite tu leur demandes leurs 3, 4, 5, 6 problèmes du moment. Et t'inquiète pas que tout le monde adore parler d'eux et surtout de leurs problèmes. Donc t'inquiète pas que tu auras largement de la matière. Et Et donc, au lieu de parler de toi, en fait. ouais, tu disais, ok, même si tu n'as rien à vendre, publier sur LinkedIn, c'est intéressant, ça t'apporte quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce point-là, justement? Ceux qui n'ont rien à vendre, pourquoi publier sur LinkedIn quand tu n'as rien à vendre? Ok, ultra intéressant. Moi, ça fait 3 ans que je publie sur LinkedIn. J'étais salariée, donc j'avais rien à vendre, personnellement. En revanche, le premier mois où je me suis lancée, j'ai lancé ma boîte, j'ai pris 10 000 euros dans ma poche. Donc, en fait, c'est comment ça se Après fait? une certaine période de publication continue, hein, c'est ça pour. En fait, voilà, c'est ça. C'est que du coup, j'en racontais l'histoire. En fait, ça fait 3 ans que je publie sur LinkedIn. Je publie pratiquement, un moment, je publiais tous les jours. Mais disons que s'il fallait faire une moyenne entre les fois où j'ai pas publié pendant 2 mois et les fois où j'ai publié tous les jours, disons que ça allait 2-3 fois par semaine. Euh, Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis créé une audience. Je me suis créé des gens qui me connaissaient, des gens qui aimaient ce que je faisais, des gens qui aimaient tellement ce que je faisais qu'en fait, ils se sont mis à me suivre, et même des gens qui me suivaient depuis il y a 2 ans dans une boîte qui s'appelle l'école du recrutement, donc là où j'étais salariée. Ils ont fini par me suivre dans ma deuxième boîte qui s'appelait Germinal. Et évidemment, quand je me suis lancée, ils m'ont suivi encore. Donc, il y a ce phénomène-là que même quand tu es salarié et que tu n'as rien à vendre, tu as toujours intérêt à créer ton réseau si un jour tu veux te lancer. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle tu peux vouloir te lancer et écrire, publier du contenu, c'est euh, pour te faire recruter. Moi, j'ai jamais envoyé un seul CV depuis que je publie sur LinkedIn. Soit les recruteurs viennent me voir, soit je lui dis hey, salut, et ils voient direct qui je suis, et donc du coup, ils ont envie de me recruter. Donc il y a ça aussi, c'est que sur LinkedIn, tu crées ta carte de visite. Et la dernière chose pour laquelle tu crées du contenu est intéressant, même quand tu n'as rien à vendre, c'est le réseau que tu peux te faire. Regarde, je serais jamais là si j'étais pas sur LinkedIn et si toi non plus tu n'étais pas là. Donc tu vas rencontrer des gens avec qui tu vas pas forcément faire du business, mais qui vont être des gens intéressants avec qui tu vas vouloir parler, échanger et qui eux aussi vont t'ouvrir les portes de leur réseau. Donc ça c'est ultra intéressant. Et là je parle de LinkedIn, mais c'est applicable à tout en fait. C'est créer du contenu de manière générale. Toi, ton podcast, c'est un contenu, ça t'a ouvert des portes évidemment, ça t'a permis de rencontrer des gens. Donc voilà, c'est ça en fait aussi. Avoir un podcast, c'est aussi un contenu. Donc il n'y a pas que LinkedIn évidemment, il y a toutes les formes de contenu possibles. Voilà ce que ça peut t'apporter en gros. Ouais, donc je résume, créer du réseau, aider à se faire recruter. On a parlé, je pense qu'on parle ici un peu de développer ce qu'on appelle le personal branding. T'en joues encore, t'en joues encore à fond, toi, là-dessus, du personal branding, ou tu t'es créé un personnage complètement en adéquation avec ce que t'es naturellement? Euh, Tu joues pas de rôle, quoi, je veux dire, c'est pas. je suis clairement la même personne. Ouais. C'est Et c'est ça qui a d'ailleurs. attiré les gens, quoi, en fait. T'as pas besoin de te créer un personnage pour attirer du monde, quoi, c'est ça qui est. Non, 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 t'as pas besoin de te créer un personnage, surtout pas, parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu vas t'éloigner de qui t'es, et donc tu Hmm. vas te perdre. En revanche, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai envie de dire au monde? Moi, il y a 3 choses que j'ai envie de dire au monde. La première, c'est l'éducation est un moyen de prendre le pouvoir par soi-même. Éduquer est un moyen de prendre le pouvoir. S'éduquer, se former est un moyen aussi de ne plus avoir besoin d'obéir. Quand tu sais faire les choses par toi-même, en fait, forcément, ça te crée une relation qui est beaucoup plus d'égal à égal avec les gens. Si tu sais faire de l'argent par toi-même, être salarié devient un choix. Si tu sais apprendre, je dis n'importe quoi, les bases du design, en fait, tu n'as plus besoin d'embaucher quelqu'un, tu peux le faire par toi-même. Ça ne veut pas dire que tu ne le feras jamais, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Ça veut juste dire que ça te donne le choix de le faire. C'est différent. Et donc là, la relation, elle est beaucoup plus équilibrée, tu vois. Donc ça, pour moi, tu vois, ça c'est un des messages que je veux faire passer au monde, c'est que l'éducation, pour moi, c'est genre le fait de savoir apprendre, c'est vital. Deuxième chose que je voudrais faire passer au monde, c'est la place des femmes. C'est ok, venez, on arrête de juste d'invisibiliser les problèmes, de se donner
moins de temps de parole, etc. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Troisième sujet, c'est l'écriture. Et donc ces 3 sujets-là, j'ai tellement de choses à dire dessus que ça m'occupe toute ma ligne éditoriale, si tu veux. Donc, pour répondre à ta question, je suis totalement moi-même sur mes publications. Par contre, je suis aussi très alignée avec les messages que je veux porter au monde. Et donc ça, je pense que c'est presque le plus difficile dans la création de marque personnelle, c'est de se poser la question, ok, qu'est-ce que j'ai envie de dire? De quoi j'ai envie de parler? Et une fois que tu sais ça, il faut juste que tu te poses et que tu creuses le sujet. Juste petite parenthèse pour ceux qui veulent mettre en place ça de manière très pratico-pratique dans leur quotidien. Ce qui est bien, c'est d'avoir un sujet qui est très large, qui va parler à tout le monde, qu'on appelle le top funnel, donc le haut de l'entonnoir. C'est l'éducation, tu vois, par exemple. Moi, l'éducation, tout le monde est allé à l'école. En général, en tout cas, les gens à qui je m'adresse, les gens sont allés au moins jusqu'au bac. Donc, ça parle à tout le monde. C'est un sujet qui est très général. Un sujet moyen qui est le féminisme. Donc là, ça va commencer aussi à engager des personnes, mais pas du tout engagées, donc cliver, être assez polarisant. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, parce que polariser, en fait, tu vas attirer des gens qui vont être ultra en adéquation avec ce que tu dis et des gens, tu vas les repousser. Mais tant mieux, parce que les gens qui sont pas alignés, moi, avec le féminisme, probablement, c'est des gens avec qui j'aimerais même pas travailler. Donc, pas avoir peur aussi de repousser autant que d'attirer. Et dernière chose, le copywriting, qui est un sujet qui est très niche. Comme je te disais tout à l'heure, il n'y a même pas 10% des gens qui savent ce que c'est que le copywriting. Donc là, tu vois, j'ai un sujet qui est très large, un sujet qui est moyen, et un sujet qui est très précis. Et ça me permet en fait à la fois d'avoir du contenu qui est grand public et à la fois du contenu qui est expert, parce que finalement, mon objectif, c'est aussi que les gens, ils viennent de la manufacture du copywriting qui est ma boîte. Donc, tu vois, il faut toujours derrière avoir un objectif, il faut toujours aussi avoir un objectif sur ton expertise à toi. Et c'est valable aussi quand tu es salarié. Ouais, c'est super clair. Et j'ai l'impression que la place des femmes, le féminisme, c'est un sujet qui te tient énormément à cœur. La première question qui me vient, elle est hyper simple. Pourquoi? Pourquoi? Super intéressant. Moi, j'étais pas simple à répondre, mais simple à poser. Ouais, clair. En fait, moi, j'étais pas trop destinée à tomber dans le féminisme, entre guillemets, à être féministe. Quoique je pense que si t'es pas sexiste, en fait, si t'es contre le sexisme, tu es féministe. En fait. Il y a vraiment ce truc autour de l'image du mot féminisme qu'il faut juste arrêter, qui a été, c'est un peu une image qui a été, qui s'est appropriée un peu par le camp adverse de la fille qui est hystérique, qui crie partout. Non, être féministe, ça veut juste dire quoi? Ça veut dire être pour l'égalité, être contre le sexisme. Ça veut juste dire ça. Première chose. Donc moi, j'étais pas à la base forcément destinée à être une grande militante féministe. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, un jour, j'étais confrontée à un événement de la vie d'une femme, sur 3. C'est que j'ai vécu un avortement. Et en fait, sur le moment, j'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait. Si tu veux, j'avançais et puis j'en parlais autour de moi. C'était quand même la grosse galère. Hein. Moi, ma gynéco, elle m'a quand même donné un médicament qui avait pas d'attestation de mise sur le marché en France. Tu vois. À ça s'ajoute le gynéco qui m'a fait écouter le cœur. Enfin, vraiment des choses qui sont assez violentes. Et je vivais ça. Je disais, c'est pas cool quand même. Et moi, je suis quelqu'un qui dit relativement facilement les choses. Et j'en parle autour de moi. Et en parlant autour de moi, j'ai entendu des femmes qui disaient, mais moi aussi j'ai vécu ça, mais moi aussi, mais moi aussi. Des femmes que je fréquentais tous les jours, des collègues de bureau, des amis, des gens qui étaient hyper proches. Et là, j'ai regardé la stat et 1 femme sur 3, ce que je disais tout à l'heure, a déjà vécu un avortement. Et pourtant, personne n'en parle. Alors, ça, c'est déjà un premier pas qui m'a fait me dire, ok, en fait, on vit toutes la même chose à des degrés différents, avec des ressentis différents, mais globalement, en fait, il y a 1 femme sur 3 qui est passée par ce parcours, et pourtant, personne n'en parle. Que ce soit aussi dans le monde du travail, notamment, tu vois, on va pas forcément te donner un arrêt de travail alors que, en fait, t'es juste plié en deux, que des choses comme ça, ou que t'as un impact psychologique qui est plus ou moins important en fonction des femmes, évidemment. Donc, t'as ça. Donc ça a été un premier électrochoc. Et donc, la vie continue. Et deuxième électrochoc, j'ai fait une fausse couche. Et là, pareil, même scénario, j'en parle autour de moi, parce que c'est quand même une grosse galère, j'en parle autour de moi, et là, j'entends, mais moi aussi, j'ai vécu ça, mais moi aussi, j'ai ma copine, la copine d'une copine qui a vécu ça, mais oui, mais moi aussi, j'ai ma sœur, bref, et là, pareil, et donc je regarde la stat, 25% des femmes ont déjà vécu une fausse couche, et pourtant, personne n'en parle. Donc, il y a vraiment ces sujets-là, en fait, qui sont invisibilisés, et moi, ça a été vraiment des électrochocs que j'ai ressentis, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet, et je suis partie d'un constat simple, c'est que depuis qu'on est jeune, on nous incite à taire certaines choses, notamment quand on est petite et qu'on a nos règles, tu sais,
on se passe nos tampons et nos serviettes dans la manche de nos vêtements parce que pour pas que les gens le voient dans la cour de récré. Et ben en fait, quand on t'apprend depuis que t'es petite à cacher une partie de une partie qui est assez importante de ta vie, ben en fait finalement après derrière parler ça devient pas forcément facile parce que on t'apprend à cacher des choses, on t'apprend à avoir honte aussi. Et il y a le fait que quand tu vis des choses de manière isolée, tu te rends pas compte, t'as l'impression que t'es seule, t'as l'impression qu'en fait c'est toi le problème, et en fait tu te rends compte que en parlant, juste en parlant, qu'en fait il y a plein de gens qui vivent la même chose que toi. Et ça, quelque part, c'est assez rassurant, et l'empathie, elle guérit la honte. Donc il y a vraiment moi je suis devenue féministe, enfin militante, j'ai toujours été. Je suis une militante féministe à partir du moment où en fait j'ai commencé à rencontrer ces sujets-là, et je me suis dit ok, en fait venez juste on parle de ça, juste on éduque, on essaie juste d'éduquer un peu les gens à ça, que ce soit les hommes aussi bien sûr parce qu'ils ont leur part dans ce combat-là, mais c'est un peu venu comme ça aussi. Désolée pour cette longue explication. Ben non, mais c'est super intéressant. Et du coup, j'ai deux questions. La première question, c'est quelle est la place la place la plus idéale pour partager, pour discuter de ces sujets? Est-ce que tu penses que LinkedIn est devenu un endroit où on peut partager justement par rapport à tous ces sujets? Est-ce que tu utilises d'autres médias sociaux ou d'autres médias pour échanger avec Ouais. et partager tout ça? Ouais. Alors, moi, j'ai ma newsletter donc qui s'appelle Culotté, qui est une newsletter où je traite de sujets, de ce type de sujet-là, par exemple. Et pour répondre à ta question sur LinkedIn, oui, moi, je pense que ces sujets ont largement leur place sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu vis une fausse couche, par exemple, ça a un impact sur ta vie professionnelle. Et éduquer les gens au fait que voilà ce qu'on vit en fait et comment est-ce qu'on peut aider les femmes dans leur environnement professionnel, que ce soit la maternité, que ce soit les fausses couches, les avortements, bref, comment est-ce qu'on peut créer quelque chose autour de ça. Et après ça c'est une partie des sujets, mais il y a une autre partie des sujets qui est que 70% de la parole en entreprise est monopolisée par les hommes. Donc ça aussi, c'est un autre sujet. Les femmes se font couper la parole 2 fois plus souvent. Donc je parle pas forcément que des sujets médicaux, je parle aussi des sujets genre, auxquels on est confrontés, nous, qui sont le manque de légitimité, notamment, tu vois. Et évidemment que pour moi, ces sujets ont leur place sur LinkedIn parce qu'ils ont un fort impact dans le monde professionnel, et il faut en parler, en fait. Et probablement que sur LinkedIn, c'est un peu aussi l'endroit où moins on ose parler de quelque chose et plus les pressions sont fortes. Dans l'entreprise, c'est très tabou, notamment il y a beaucoup de tabous, et c'est là aussi où les pressions envers les femmes sont les plus fortes. Et tu as des retours justement d'hommes par rapport à tous ces posts, des retours positifs, des retours négatifs? C'est quoi? Ouais, j'ai des retours très positifs d'hommes. Alors, juste pour la parenthèse, il faut juste raconter à nos auditeurs que j'ai été dans le top 10 des influenceurs LinkedIn, et je me suis rendu compte dans ce top 10 que la première femme n'arrivait qu'à la 7e place. Et deuxième chose dont je me suis rendu compte, dans le top 150, il n'y avait que 25% de femmes. Et donc, j'ai écrit un post. Bah oui, il n'y a que 25% de femmes. Donc, en fait, on est sous-représenté. Et en fait, j'ai écrit un post en disant, venez, on essaie de faire en sorte de changer les choses. Et j'ai fait une conférence gratuite qui aide, en fait, pour aider les femmes à publier davantage sur LinkedIn. Donc, c'est la fameuse conférence sur YouTube, là, donc, que tu as vu, que j'ai mis en x2 en termes de vitesse, ce que j'aurais pas dû parce que je parle déjà très vite. Et de là est né, donc, pendant cette conférence, il y avait 500 inscrits, 300 personnes qui sont venues. Et sur ces 300 personnes, il y a des gens qui ont créé un hashtag qui s'appelle le hashtag Ramène ta fraise, Ramène comme mon nom de famille, R-A-M-E-N, ta fraise. Et ça a donné naissance à un groupe LinkedIn. Aujourd'hui, il y a plus de 600, 700 personnes. Aujourd'hui, il y a un Slack où il y a 600 personnes dessus. Ça a créé un vrai mouvement qui était, OK, en fait, nous, on est sous-représentés. Est-ce que, venez, en 2022, on est à 50-50. Et donc, ce truc-là, moi, j'étais l'étincelle, et après, elles ont créé des brasiers. Aujourd'hui, c'est autogéré, c'est une communauté, et elles se sont auto-organisées, et je suis extrêmement fière de ça. Donc ça c'est la première chose, et je relis ça à ta question de tout à l'heure sur les feedbacks, les retours que j'ai eu des hommes, parce qu'en fait, bon, déjà c'est un groupe non mixte, donc en fait on peut se poser la question de la place d'un groupe non mixte, oui ou non. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui nous ont donné leur soutien, et ça c'était hyper cool. Il y a des hommes qui ont fait des publications sur le groupe Ramène ta fraise, donc j'ai eu beaucoup de retours positifs de la part d'hommes. Donc ça c'est la première chose. Après, évidemment que moi j'ai pas eu de retour frontal négatif, parce que je pense que les gens n'osent pas forcément en public dire vraiment toujours ce qu'ils pensent, mais probablement qu'il y en a qui sont contre,
Mais moi, en fait, je les vois pas. Il y a des publications LinkedIn où j'ai eu des détracteurs, notamment une publication où je disais il suffit de dire sexisme, patriarcat et féminisme sur une publication LinkedIn pour que tout le monde rapplique et vienne paniquer, donc, notamment des hommes. Et là, j'ai eu beaucoup de détracteurs sous cette publication, notamment qui s'est retrouvé dans un groupe d'extrême droite avec des mecs voilà, qui se disaient Zemmour, machin, grand remplacement, tout ça. Donc je me suis retrouvée là-dedans. Moi, ça me fait pas très peur. Enfin, finalement, je suis très première ligne, donc ça me dérange pas beaucoup. Au contraire. Mais ouais, ça m'est arrivé, ouais. Tu as des conseils à donner justement sur la gestion des détracteurs comme ça. Je suis étonné de ce que tu me dises, qu'en fait, moi, je vois pas du tout ça dans mon canal sur LinkedIn, ce genre de groupe, etc. Je sais pas, l'algorithme doit filtrer ou parce que je me suis jamais intéressé, etc. Mais quand tu as ce qu'on appelle les haters sur un post, ça peut arriver à tout le monde. On dit aux gens, lancez-vous, etc. Sur LinkedIn, n'ayez pas peur. Si jamais tu postes et que tu as un hater justement qui s'adresse à toi sur un post, comment tu gères? Quel conseil tu donnerais pour gérer ça? Ouais, alors il faut savoir qu'au début, tu vas pas avoir de haters, hein. Au début, tu vas avoir vraiment. En fait, LinkedIn est assez bien fait pour montrer une publication aux gens de ton réseau. Donc potentiellement à des gens qui te ressemblent. Si c'est des gens qui te ressemblent et qui partagent les mêmes centres d'intérêt, ils vont pas. Il y a peu de chances pour qu'ils viennent hater ton post. Peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord et tout. Donc il faut faire la différence entre c'est quoi un hater, c'est quoi quelqu'un qui est pas d'accord aussi. Tu vois, il y a juste des gens qui sont pas d'accord avec ce que tu dis. Bon, bah en fait là, faut soit rentrer dans le débat, soit rentrer dans le débat publiquement. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu le fais publiquement, il y a des questions de posture. Et à partir du moment où tu as des questions de posture, bah, en fait, tu as peu de chances pour que ça se termine bien, parce que la personne ne lâchera pas, parce que publiquement, en fait, elle est sur sa position. Et donc là, une des options, c'est d'aller aussi en DM. Les gens ne se comportent pas pareil quand ils sont en commentaire qu'en message privé. Donc ça, c'est une des options. Première option, faire ça. Deuxième option, aller en DM. Donc première option, aller en DM. Deuxième option, répondre jusqu'à ce que le combat s'épuise, un des deux adversaires abandonne. Troisième option, répondre une fois et ne plus jamais répondre. Et quatrième option, supprimer le commentaire. Il faut savoir deux choses. La première chose, c'est que les haters contribuent à ta visibilité. C'est-à-dire qu'en fait, sur LinkedIn, mais sur tous les réseaux sociaux de manière générale, un commentaire, c'est un engagement sur ta publication. Et un engagement sur ta publication, ça veut dire qu'en fait, ça augmente la visibilité de ta publication. Donc ça, il faut savoir que tes haters, faut les aimer un peu parce qu'ils contribuent aussi à ta visibilité. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que si tu vas leur répondre, ils vont répondre. Et donc ça aussi, ça va contribuer à ta visibilité. Donc ça, c'est cool. Par contre, ça va montrer aussi la publication à leur réseau à eux. Donc, si eux, ils viennent liker et commenter, potentiellement, ça va diffuser auprès de leur réseau. Et donc, eux, ils ont des gens qui leur ressemblent. Donc, il faut savoir qu'en fait, tu prends aussi le risque de ramener des gens de tes haters. Moi, c'est ce qui s'est passé, notamment pour les gens là du grand remplacement et tout, machin. Donc, ça, c'est un peu un côté négatif. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu es un gros compte, tu leur donnes de la visibilité. Moi, par exemple, des gens d'extrême droite qui viennent publier sous mes posts, je ne réponds pas parce que ça leur donne de la visibilité. Et pareil, je supprime leur message parce que ça leur donne de la visibilité d'avoir publié sous un compte qui a 30 000 personnes et des posts qui font 100 ou 200 000 vues, tu vois. Ok. J'entends mes milliers d'auditeurs qui crient au scandale en disant « Ouais, mais pourquoi tu as invité Nina Ramen? C'est quoi le rapport avec la choucroute? Puisque System Sales, c'est le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs. » Et là, on a carrément zappé. Tu l'as peut-être mentionné au début de l'épisode, mais Nina Ramen a une formation d'ingénieur. Et ça, on n'en a pas encore parlé. Donc, j'ai pas envie de te poser la question comment on passe d'ingénieur à copywriter. Je pense que tu en as déjà parlé, peut-être dans d'autres podcasts. Tu en as un petit peu parlé aussi là sur ton chemin personnel. Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit pour toujours rester sur la partie un peu féminisme, la place des femmes. Comment tu as vécu justement ton passage dans l'école d'ingénieur et ton premier poste, j'imagine, en entreprise, qui était sûrement un poste d'ingénieur aussi. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as senti des facilités ou des difficultés d'être une femme dans le milieu de l'ingénierie en France? Non, parce que, en fait, moi, je suis ingénieure en chimie. Et donc, ingénieur en chimie, c'est quand même un des domaines où il y a peut-être le plus de femmes. Pourquoi? Parce que ingénieur en chimie, ça mène à quoi? Ça mène à la cosmétique et ça mène à l'agro, qui sont quand même des branches où les femmes sont assez représentées, pour le coup. Ouais, je me rappelle. Après la prépa, une grosse proportion de filles partaient en chimie, ouais, tout à fait.
Voilà. Donc, si tu veux, nous, c'était 60-40, 60% de filles, 40% d'hommes, donc, enfin, de garçons, pardon. Donc, pour le coup, il y avait à peu près 60-40, donc j'ai jamais trop ressenti ça. Et ensuite, je me suis retrouvée chez L'Oréal, donc univers 100% pratiquement à 100% féminin. Donc j'ai jamais eu ce problème-là. En revanche, j'ai toujours eu le problème de moi me sentir pas légitime. Enfin, ça c'est un vrai problème dans ma vie que j'ai résolu hein, depuis, notamment grâce à l'écriture. Mais ce problème de pas me sentir légitime, clairement, les biais sexistes aussi, je les ai ressentis et je les ai moi-même. En fait, on- moi-même j'ai une part de sexisme en fait. On a tous une part de sexisme parce qu'on vit dans une société qui est sexiste. Et donc moi-même, je me suis rendu compte que parfois, quand j'entendais un homme parler, je lui accordais plus de crédit que quand c'était une femme. Et c'est inconscient. Il faut accepter en fait qu'on est dans une société sexiste et qu'en fait nous-mêmes, on a tous une part de sexisme. Et bon, bah, l'idée c'est quand même, c'est juste de se dire, on va la déconstruire et on va essayer de revenir dessus. Donc j'ai pas vécu entre guillemets la galère ou la pas galère, hein, je sais pas, d'être une femme en entreprise et d'être la seule femme pour le coup. Mais moi-même, je me suis aussi posé la question de savoir à quel point j'accordais plus ou moins de crédit quand c'était un homme ou quand c'était une femme qui parlait. Et donc depuis, ce que je fais, c'est que quand en entreprise, par exemple, il y a une femme qui se fait couper la parole, je lui redonne la parole. Je dis ah bah ok, bah en fait on t'a coupé, vas-y, reprends. Ou sinon, ce que je fais, c'est que je donne la parole dans les réunions à des femmes du type ah bah tiens Marie, t'en penses quoi en fait, t'as pas entendu. Donc ça c'est un moyen aussi de lutter contre le sexisme avec des petites choses du quotidien. Alors ça, c'est intéressant. Je fais juste une petite parenthèse. On parle justement dans l'épisode 3 du podcast où j'invite Axel qui vit au Canada et qui nous a raconté un petit peu son parcours en tant que... Elle a fait après l'école d'ingénieur, elle a fait l'ESSEC. Donc elle a travaillé dans un cabinet de conseil. Et elle nous parle un petit peu de son aventure en France et ce qui l'a marqué et ce qui l'a un petit peu poussé aussi à partir à l'étranger par rapport à des situations de sexisme assez intéressant. Je vous encourage à écouter l'épisode. Je reviens à ce que tu disais. Tu donnes en réunion la parole aux femmes en disant bah tiens Marie, tu t'es pas exprimée, etc. Comment ça se passe en général? Parce que moi d'expérience j'ai été manager. Et j'ai toujours apporté une importance d'obtenir la parole de tout le monde dans les équipes, mais on sait que dans les équipes, bah, quand les gens prennent pas la parole en réunion, même si tu leur donnes, soit tu les déstabilises et ils se renferment encore plus, soit ils aiment pas du tout être pointés du doigt et dire oh là là, pourquoi il me pointe du doigt, pourquoi il me demande la parole, pourquoi il me fait parler devant tout le monde. C'est quoi la réaction que tu obtiens justement quand tu fais ce genre de choses? En général, je le fais avec quelqu'un dont j'ai eu le sentiment, par le langage non verbal ou par le fait qu'elle acquiesçait ou qu'elle avait envie de réagir, je le fais à des gens où je sens qu'ils sont, juste, ils ont besoin du petit, tu sais, du petit truc pour dire la petite tape dans le dos, tu sais, juste pour y aller. Donc je le fais pas à tout le monde. Si je vois que quelqu'un est mal à l'aise, et aussi ça se fait plus facilement quand tu es en équipe et quand c'est des gens que tu connais déjà. Donc il y a ça. Et il y a des fois aussi où je l'ai fait notamment quand j'animais des groupes, poser la question. Alors, bah, je t'ai pas entendu, donc Marie, je t'ai pas entendu. En général, ça se passe plutôt bien en fait, parce que la personne, en fait, tu te dis au groupe, ok, bah, on va prendre le temps. Et si tu le fais toi de manière, enfin, moi, j'ai jamais eu d'expérience négative, en tout cas par rapport à ça, mais j'avais pas de rapport hiérarchique avec la personne. Et je pense que quand t'es manager, c'est peut-être plus compliqué parce que t'as un rapport hiérarchique avec la personne, donc forcément, t'as un rapport d'autorité, genre ah ouais, je sens qu'elle décroche, ou la personne, elle va peut-être se poser la question de savoir si tu lui poses la question dans l'intention avec une intention derrière. Type, je vois qu'elle écoute pas, type, tiens, ça se trouve, je vais la tester sur ce sujet. Donc je pense que quand t'es dans un rapport qui non hiérarchique, on en revient à l'idée Ouais, du salariat, tu sais, dont je parlais tout à l'heure. ouais, ouais. Non hiérarchique, bah en fait, du coup, c'est plus facile. En fait, la parole, elle circule plus facilement. Ouais. Et ton anecdote, je repense à une vidéo que j'ai vue sur Twitter, je sais plus trop, où il y avait une femme qui était donc une ingénieure qui parlait de l'énergie nucléaire et il y avait Daniel Cohn-Bendit sur le plateau. Et je crois que toutes les 30 secondes, elle ne pouvait pas s'exprimer, elle ne pouvait pas donner son avis. Toutes les 30 secondes, Cohn-Bendit intervenait, il lui coupait la parole et à un moment donné, je crois, le présentateur a une attitude superbe en disant là, monsieur Cohn-Bendit, il va falloir la fermer, quoi. Laissez madame, alors je sais plus qui c'était, mais laissez madame parler. Et d'ailleurs, c'était super intéressant parce qu'elle donnait son point de vue enfin sur la gestion de l'énergie, qui n'était pas un point de vue politique, ni c'était un point de vue technique, alors en plus venant d'une femme, c'était super. Et voilà, donc ça me faisait penser un petit peu à ce que tu disais là, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je pense que si on le faisait tous un peu, bah,
la parole se redistribuerait, redistribuerait un peu plus facilement, je pense. Ok. Et je regardais aussi, tu m'avais parlé que tu avais, pour être un bon copywriter, tu dois avoir de bonnes connaissances en vente, je pense, ou enfin des bonnes bases sur la vente. Comment tu as abordé ce sujet-là, toi, justement, parce que ingénieur chimie, hop, on passe à copywriter. Yes. Mais la partie vente, justement. Yes. Et après, si j'oublie, hein, donc il y a ça. Et comment ta formation d'ingénieur t'aide encore aujourd'hui à être une bonne copywriter, une bonne entrepreneuse? Voilà, ça, c'est la question. On garde ces deux questions-là. Donc, la première, c'est comment tes compétences de vente, d'où elles viennent, et comment ta formation d'ingénieur t'aide encore aujourd'hui dans ton quotidien. Yes. Un copywriter est un commercial derrière une machine à écrire. Un copywriter est un commercial derrière une machine à écrire. Vraiment. Quand tu Super parlais cool. tout à l'heure de pitch de vente, oui, c'est un pitch parce que moi je suis commercial à la base. Tu sais là, genre, t'as le waouh, comme si on se découvrait. Non, moi je suis commercial à la base. Non, mais là, les gens se disent, mais en fait, Mathieu, c'est un génie. Il a invité quelqu'un, ingénieur, sales, tout s'assemble. On arrive à la fin de l'épisode et tout s'assemble. Voilà. Le caméo, je deviens super bon. Je vais le Netflix des podcasts. Vas-y. Ouais, en fait, en sortant d'école d'ingénieur, je voulais tout faire sauf de la chimie. Je me suis un peu demandé comment je m'étais retrouvée là. Donc ça donnait lieu à une thérapie personnelle qui est, en fait, j'ai fait de la chimie pour plaire à mes parents, quoi. En gros, hein, je te la fais courte. Bon, bah, du coup, maintenant que j'ai fait 6 ans de ça, que j'aime pas ça, qu'est-ce que je fais? Et là, il y a un mec qui m'appelle pour être commercial. Enfin, pour être consultante en recrutement. Mais consultante en recrutement, en fait, ça veut dire commercial en recrutement. Ça se passe comment? Ça se passe que d'un côté, tu vas avoir des prospects et pour récupérer des missions de recrutement, et de l'autre côté, tu vas aller récupérer des ingénieurs, des techniciens et des docteurs. Donc moi, je recrutais exclusivement en agro, en cosmétique et en pharma, des profils scientifiques. Donc je recrutais des scientifiques. Moi-même étant scientifique, bah, c'était plus simple de parler à des candidats et aussi j'apportais une expertise technique à des gens qui ne l'avaient pas forcément dans le recrutement. Et donc là, si tu veux, j'avais une espèce j'ai commencé à développer ma partie commerciale et c'est comme ça que je me suis retrouvée aussi sur LinkedIn. Là, tout se connecte aussi parce que mes candidats, je les trouvais sur LinkedIn. Donc là, tu as eu cette partie-là et aussi un candidat sur LinkedIn, surtout quelqu'un qui est doué. D'ailleurs, il n'est pas candidat, c'est juste un mec sur LinkedIn, en fait, ou une meuf sur LinkedIn. C'est juste quelqu'un qui est sur LinkedIn, il n'est pas candidat, il fait sa vie. Il a probablement autre chose à faire que de te répondre. Ouais, puis je pense que le racolage sur LinkedIn, on sait normalement notamment dans les métiers du développement, de l'informatique, les mecs se font racoler en permanence et je pense que ça saoule, quoi. Donc, c'est ça. Et donc, comment tu fais pour aller approcher quelqu'un, recruter quelqu'un qui est à des centaines de kilomètres de toi et qui a clairement autre chose à foutre que de te répondre? Et c'est là qu'entre en jeu le copywriting, c'est qu'en fonction du message que tu envoies, si tu envoies un bon message, tu vas avoir un plus haut taux de réponse. Si tu envoies un message pourri, tu auras. Si tu envoies opportunité professionnelle, bonjour, je cherche un profil comme le vôtre pour une opportunité en CDI en région parisienne. Le truc, il ne veut rien dire, tu vois. Ça te dit pas le nom du poste, ça te dit pas le nom de la boîte, ça te dit pas combien c'est payé. Bref, le pire message d'approche de la Terre. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et après, j'ai commencé à changer de message, à faire des meilleurs messages. Et là, j'avais des meilleurs taux de réponse. Et j'ai fait, waouh, en fait, il y a un truc quand même avec l'écriture. Et donc, je suis passée d'un taux de réponse de 10% à un taux de réponse de 90%. Et là, j'ai vu qu'il y avait un truc autour de comment tu convaincs quelqu'un à distance, comment est-ce que tu crées de l'engagement sur une conversation à distance. Et donc ça, c'est une compétence qui te sert après en commercial quand tu veux décrocher un rendez-vous client, par exemple. Pareil sur LinkedIn, c'était plus mes candidats, mais c'était mes clients. Ok, vas-y, est-ce que tu n'as pas besoin d'un ingénieur en chimie? Tu fais de l'agro. Probablement que tu as besoin de quelqu'un qui fait, des spectres RMN. Et ben voilà, en fait, viens, on en parle. Donc voilà, donc ça c'est comme ça en fait que je suis passée de la chimie au copywriting, mais à la base c'était pas le métier de copywriter, c'était consultante en recrutement. C'est comme ça que je suis tombée dedans. Et donc pour répondre à ta première question, donc j'ai pratiqué du sales, j'ai négocié des propals, etc., etc. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, comment aujourd'hui moi je me sers de mon background scientifique pour le copywriting, je m'en sers énormément. En fait, le copywriting, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu un A/B testing permanent. C'est du test. Tu vas tester un message, tu vas mesurer. Donc, il y a le fait de tester, de mesurer, de faire une expérience. Donc, l'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est j'envoie un message à quelqu'un. La variable de cette expérience, ça va être est-ce que je change mon accroche? Est-ce que le changement du texte, en fait. Et tu vas voir que en fonction du message que tu vas envoyer, tu vas avoir un plus ou moins haut taux de réponse. Et c'est comme ça que tu vas
expérimenter, itérer et à la fin obtenir un message d'approche qui soit pas universel, mais qui soit en tout cas universel pour ta cible à toi et qui va marcher. Donc vraiment la culture en fait de la mesure, c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément. On sous-estime nous en tant qu'ingénieurs et en tant que scientifiques, mais c'est un truc, franchement, mais quand on sort des fonctions scientifiques et ingénieurs, mais les gens ils ont pas la culture de la mesure, tu vois. Enfin vraiment pas. Et c'est dur, en fait, c'est douloureux pour eux. Il y a plein de gens qui disent j'aime pas les maths et tout. Et on a une qualité, nous, on a un asset, vraiment, on a un atout en tant qu'ingénieur, c'est qu'on n'a pas peur des chiffres, on n'a pas peur de mesurer. Donc pour moi, ça a été un peu, j'ai un peu importé, alors c'est un truc qui existe déjà, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais en tout cas, le fait d'avoir importé cette culture-là que j'avais d'ingénieur dans le copywriting, dans la vente, en fait, ça a tout changé. Parce que ce qui se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, je peux m'améliorer énormément comme ça. Ouais, puis en même temps, la mesure te permet aussi d'avoir de conscience que tu as des résultats qui sont pas si mauvais que ça, tu vois. Parce que des fois, on dit, ouais, ça marche pas, etc. Tu vois, moi, mes premiers mails que j'envoyais, j'avais un taux d'ouverture de quoi, 30, 40%. Et en fait, c'est pas si mal, quoi, tu vois. Mais si tu le mesures pas et si t'as pas confiance, tu le sais pas, quoi, tu vois. La dernière campagne d'envoi j'ai un rendez-vous sur 50. Ouais, j'envoie 50 mails, j'ai un rendez-vous à la clé. Je me dis, tu pourrais te dire c'est nul. En fait, tu fais le ratio, ça fait quand même 2%. Bah, en fait, c'est pas mal. 2% de reach clientèle sur une campagne de mail, quoi, tu vois, finalement. Ouais, c'est clair. Et après, après, tu connais ton cycle de vente, donc tu es capable de prédire en fait ton chiffre d'affaires. Et c'est ça qui est le plus important dans un business, en fait. C'est à quel point tu es capable de prédire. Et ça, c'est hyper dépendant de la mesure. Et je pense vraiment pour ça qu'en tant qu'ingénieur ou qu'en tant que scientifique, on a un atout de fou et une culture qui est ultra précieuse et qui est applicable à d'autres fonctions. Ouais. Ok. Nina, je t'avais promis de tenir l'horloge, donc je m'y tiens. Je me tiens à mon engagement. On a dit plein de choses et c'était super. Qu'est-ce qui te fait encore te lever le matin, toi, Nina Ramen, à part les fraises? Moi, il n'y a qu'une seule chose qui me fait me lever le matin, c'est à quel point j'ai eu de l'impact, à quel point j'ai aidé les gens. En fait. Moi, quand je me lève et que j'ai des messages de gens qui me disent « Waouh, mais en fait, tu m'as trop aidé à améliorer ma page de vente, à améliorer mon email, à améliorer mon LinkedIn. Mais en fait, c'est bon, c'est tout. Genre, mic drop, je rentre chez moi. Pareil, des femmes qui me disent, ah, bah, j'ai osé davantage grâce à toi. Mais en fait, ça, c'est mon argent, en fait. C'est de l'amour, c'est vraiment, c'est mon kiff, c'est ça dont je me nourris. Après, bon, bah oui, j'en ai fait derrière, bah oui, je suis en business et tout, mais mon kiff, c'est d'avoir de l'impact. Et c'est pour ça d'ailleurs que je donne beaucoup de contenu gratuit, et notamment sur ma page LinkedIn, où tu vois, j'ai une page Notion où j'ai 47 ressources gratuites que j'ai écrites, que j'ai rédigées avec plein d'astuces pour écrire. Mais en fait, je donne gratuitement parce que pour moi, bah, c'est ça qui compte le plus. C'est ma mesure qui fait que je me lève le matin. Bon, bah, c'est un super kiff et ça m'a en plus rappelé une question que j'avais notée, que je t'ai pas pensé à te poser au fil d'une discussion quand tu as décrit. Qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, on sent que tu as une communauté active autour de toi, que tu as un impact sociétal. Hein, c'est pas négligeable. Comment tu le vis justement au quotidien? Est-ce que ça change ton quotidien? Est-ce que tu dis maintenant, quand je dis quelque chose, quand je m'exprime, bah, il y a des gens qui écoutent, ça a un impact. Toi, comment ça a changé ton quotidien justement, ton mindset? Ça a changé forcément quelque chose, j'en suis sûr. Ouais, c'est fou. En fait, t'as l'impression, en fait, tu réalises, moi, ce que j'ai réalisé, c'est ce sentiment de pouvoir emporter une foule. En fait, c'est une foule, c'est virtuel et tout, mais c'est vraiment ce sentiment tu vois, de pouvoir fédérer les gens. En fait, fédérer les gens et aller vers un but commun. Et ça, en termes en fait, ça m'a donné confiance en moi. Parce que quand tu as autant de personnes qui adhèrent à ce que tu dis et qui disent, oh Nina, en fait, ce que tu dis, ça m'aide vraiment, bah, ça te donne confiance en toi et ça te donne l'énergie d'aller plus loin. Et là, depuis que alors, pour ceux qui nous écoutent, mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le groupe Ramène ta fraise, la différence entre une audience et une communauté, c'est que la communauté, elle vit sans toi. Donc moi, j'ai pas une audience, j'ai une communauté. C'est des gens, en fait, ils se sont mis dans un groupe, là, ils sont sur un Slack, ils s'auto-organisent, ils organisent des rooms Clubhouse, ils organisent
Je sais pas, ils organisent ils sortent des formations, je sais pas ce qu'ils font, enfin si je sais ce qu'ils font, mais en fait ils font des choses sans moi. Donc moi j'ai un peu, il y a ce truc où il faut lâcher prise parce qu'en fait tu peux pas contrôler les gens, donc ça faut être ok avec ça. Mais moi je suis ultra heureuse et ce que ça a changé, c'est ma confiance en moi, parce que t'as des gens autour de toi qui disent ok viens, on va de là quoi, et ils y vont avec toi et on y va tous ensemble. Et finalement aujourd'hui je suis pas une seule personne, je suis 600 ou 700 personnes. Et si j'ai pu être l'étincelle de ce truc-là, franchement, c'est génial. Donc voilà, il y a deux choses. La première chose, c'est marketingment parlant, la différence entre une communauté et une audience. Et là, je l'ai senti, parce que jusqu'à maintenant, j'avais qu'une audience. Quand j'avais des newsletters, quand j'avais un LinkedIn, en fait, c'est des gens qui... C'est plus une audience qu'une communauté. Et une communauté, en fait, elle t'apporte autant que tu l'apportes. C'est bidirectionnel aussi. Est-ce que tu sens que ça commence à changer un peu ton... Alors, je sais pas, t'avais peut-être pas de plan à moyen terme, ou t'en as un, mais est-ce que tu sens que ça commence à changer, ou que tu vas être obligé de revoir ton plan? Tu dis, mince, il y a mon champ des possibles grandit, je peux penser à faire autre chose. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Est-ce que tu... Peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, tu... Il n'y a pas de plan. Alors moi, ma vie, c'est il n'y a pas de plan. Vraiment, Ah ouais, ok. j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à faire un plan à plus de, allez, un mois, genre, vraiment. Donc là, je sais pas du tout ce qu'on va en faire de cette communauté. C'est Élise qui a lancé le groupe Ramène ta fraise et je bosse avec elle. Donc déjà, ça m'a apporté quelqu'un avec qui je travaille. Donc ça, c'est hyper cool. Et je sais pas. Je n'ai aucune idée. En fait, la seule chose que ça me dit, moi, ça me dit qu'il y a un besoin à ce niveau-là, il y a des choses à faire. Après, la deuxième chose que je me dis, c'est on peut construire un produit avec ces gens-là, de quoi ils ont besoin. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un bootcamp pour aider les femmes à prendre plus la parole sur LinkedIn, notamment. Et notamment, j'ai créé le produit et je leur ai montré le produit. Je leur ai dit, vous en pensez quoi ? Donnez-moi vos feedbacks. Dites-moi ce que je peux améliorer. Et en fait, j'ai créé un produit avec elle et pour elle. Et ça, c'était ultra intéressant parce que c'est plus toi, en fait, qui crée ton produit et qui l'amène à ton audience, c'est ton audience, limite, qui va te dire quoi faire pour elle. Et en fait, moi, aujourd'hui, je suis au service de ces gens-là. C'est l'inverse. C'est moi, je leur dis, ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous qui peut changer votre vie ? Et si tu veux, le rapport, il n'est plus le même dans le sens où il n'y a pas de plan puisque c'est elles qui vont me donner mon plan. Et je vais aller les voir en leur disant, voilà, ok, demain, tu peux avoir n'importe quoi de Nina, tu choisis quoi. Donc c'est un peu ça le plan. Et ouais, ton plan, c'est... Moi, ça me fait penser à un influenceur qui... Tu connais peut-être, hein, c'est Stan Leloup, tu connais, hein, enfin, cette stratégie marketing, création du produit par son audience, etc. Tu le connais, non? Tu t'en inspires un petit peu ou... Alors ouais, c'est un truc qui est assez connu en marketing. Alors j'adore Stan Leloup. Et Ouais. le principe du marketing, ça vient de marché. Donc le sujet, c'est d'écouter son marché. Et ce qu'on fait peu, et ce qui est assez contre-intuitif, notamment quand on est dans la vente. En fait, la vente, c'est l'inverse. C'est un produit, tu vas le vendre. Mais le marketing, c'est la démarche opposée. Donc moi, je viens de la vente et tous les gens qui sont là, potentiellement, qui nous écoutent, viennent probablement aussi de la vente. Mais quand tu es au marketing, en fait, ça a vraiment cette dimension de marché. D'ailleurs, on fait des études de marché. Alors, les études de marché, c'est vu comme quelque chose de chiant voilà. Mais en gros, c'est un peu comme une mini-étude de marché. C'est-à-dire que tu vas voir les gens, tu les écoutes et tu crées un produit en fonction d'eux. Quand tu vois dans Mad Men, c'est une série, je sais pas si les gens connaissent, mais en tout cas, Mad Men, qu'est-ce qu'ils font ? À un moment, ils veulent vendre un rouge à lèvres. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent des rouges à lèvres et ils mettent que des femmes dans la pièce et ils prennent du feedback, ils les observent et ils écoutent ce qu'elles disent. Et d'ailleurs, ils sont arrivés à une proposition de valeur qui était totalement l'inverse de ce qu'ils avaient prévu à la base. À la base, ils avaient prévu une proposition de valeur qui était un rouge à lèvres unique pour chaque femme, alors que elles, ce qu'elles aimaient, c'était la diversité des couleurs. Enfin, tu vois, c'est qui est totalement radicalement opposé en termes de proposition de valeur. Donc voilà, tu as cette idée-là de prendre les gens à qui tu veux vendre ou qui sont ta cible et de leur dire vas-y, maintenant je t'écoute, tu veux quoi. Et c'est le meilleur moyen de faire un produit qui se vende, parce que tu vois beaucoup de gens qui construisent, tu peux construire le meilleur produit du monde dans ton garage pendant 3 ans, après tu arrives sur le marché, s'il y a personne pour l'acheter, ça sert à rien. Donc ça prévient aussi de ce problème-là, qui est que beaucoup de gens développent des applications, développent des choses en fait de manière très très intense, ils prennent beaucoup de temps, beaucoup d'argent à investir, et au final il se vend pas. Donc c'est aussi pour prévenir ce truc-là de j'ai créé un produit qui au final ne correspond pas à ma cible. Et on est tous très auto-centrés aussi. Il faut savoir qu'on est tous là en train de se dire moi j'aimerais ça, mais on n'est pas la mesure universelle du monde.
Ouais, c'est clair. Moi, c'est horrible. Dès que je fais quelque chose, il faut que je le soumette avant au lieu de prendre le temps de réfléchir et de, de le relire, etc. Dès que j'ai fini quelque chose, il faut que je le soumette, faut que je l'envoie, faut que je le montre. Alors que c'est très contre-productif, en fait. Bah, ou pas, hein, parce qu'en fait, au final, quand tu prends le temps de le montrer, tu prends du feedback. Vaut mieux faire Ouais, quelque chose, vaut mieux faire c'est un vrai. truc qui soit pas parfait et pouvoir le corriger très rapidement, plutôt que d'avoir. Si tu écris un paragraphe et que tu vas le montrer à quelqu'un, tu pourras vite le recorriger. D'un paragraphe, tu vas faire une page, tu vas le recorriger plutôt que de faire ton mémoire direct, en fait. Vaut mieux faire d'abord le thème de ton mémoire, puis une page qui va être le résumé de ton mémoire, puis écrire les 500 pages derrière. Parce que sinon, en fait, imagine, tu t'es trompé d'objectif sur ton mémoire. Et en fait, tu vas écrire 500 pages sur un truc qui n'a rien à voir. Donc, Ouais, qu'on ne voulait pas. carrément. Tu vois. Vaut mieux créer ce qu'on appelle le minimum product viable, enfin le plus petit produit viable. C'est le minimum. D'abord, construire un skateboard, puis construire une trottinette, puis construire une voiture, puis construire un camion, puis construire un avion, puis construire une fusée. Mais c'est mieux que d'essayer de construire une fusée, parce que ta fusée, en fait, si t'échoues, bah, en fait, tu pourras rien en faire. Alors qu'un skateboard, bon, bah, même si t'arrives pas à construire une trottinette après, bah, en fait, il pourra quand même rouler, quoi. Tu vois. Ce sera le mot de la fin et on voit que les modules de la fusée Nina Ramen sont en cours de construction et que le décollage est soit en cours, soit imminent, mais en tout cas, la fusée est bientôt prête là. Enfin, on voit que tout ça semble, les étoiles s'alignent pour toi, Nina. Super cool. Je te remercie pour ton temps. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, un petit mot ou un petit coucou, ce que tu veux. C'était parfait. Gardez la pêche, mangez des fraises. Garder la pêche, manger des fraises. Ah bah c'est un slogan politique, hein, méfie-toi. Peut-être la prochaine étape pour toi, la politique. Allez, merci Nina, salut. Allez, ciao. Et voilà, j'espère que cet épisode avec Nina vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de le noter 5 étoiles et de me laisser un petit commentaire. Tout petit, de rien du tout, même un petit « Je t'aime Mathieu » ou « Il est génial ton podcast ». Voilà, partagez-le autour de vous, je compte sur vous. À bientôt pour un nouvel épisode.